Benjamin Coria est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités de Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés. Et ce livre, ce matin, attention, accrochez-vous, La pandémie, l'anthropocène et le bien commun aux éditions des Liens qui libèrent. Alors Patrick, on va démarrer tout de suite parce que moi j'ai eu du mal avec ce mot, anthropocène. Et j'aimerais que vous nous fassiez un petit glossaire, un petit lexique de ces mots. Oui. Écoutez, le mot anthropocène, il a été prononcé pour la première fois par un grand scientifique, géologue. En 2000 ? En 2000, au cours d'une conférence, où on cherchait à caractériser dans quel moment de l'histoire de la Terre on est. Parce que chez les géologues, il y a cette tradition. Bien. Et de véritablement dater, c'est ça? Voilà, c'est daté. Ça date de 2000 à une conférence. Et depuis, ça a eu évidemment un succès. Ça a été repris partout. Alors, ça veut dire quoi l'anthropocène? Ça veut dire, c'est très simple en fait, c'est très simple. Ça veut dire qu'on est dans cette période de l'histoire de la Terre dans laquelle l'activité humaine, industrielle, etc. Alors on va faire simple, la pollution atteint des niveaux tels qu'elle a déréglé les vecteurs naturels d'évolution de la planète. Alors en pratique, le changement principal, c'est à travers ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, à travers la surconsommation des hydrocarbures, le changement climatique. Donc, si vous voulez, en un mot, l'anthropocène, c'est le moment où les puissances industrielles humaines sont telles qu'elles provoquent des changements dans les dynamiques naturelles, et en particulier le changement climatique. Voilà. C'est l'extractivisme, à un moment donné, ce que vous dites. Voilà, on va dans les détails, mais après, grosso modo, c'est ça. C'est l'extractivisme. Pourquoi? Parce que c'est la recherche des hydrocarbures en profondeur, c'est la destruction de la biodiversité, parce que l'extractivisme, c'est aussi détruire les forêts pour installer de la monoculture, et toute cette destruction de la biodiversité, donc pour parler simple, des grands systèmes naturels, finit par impacter le fonctionnement de la planète dans son ensemble. Alors moi j'ai une question. On sait qu'on a eu 6 extinctions de masse. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on risque de rentrer dans une septième extinction? Non, on est dans la 6e. On est dans la 6e. On est dans la 6e qui est en cours et qui se développe à des vitesses absolument effrayantes, parce que les dernières données expliquent que, par exemple, 68% des vertébrés non humains, des types de vertébrés non humains, ont disparu. Donc c'est en termes de variété. Ça concerne les poissons, les mammifères, etc. Et donc, je veux dire, par rapport aux autres extinctions, ça va à une vitesse que les scientifiques, qui met les scientifiques dans un émoi absolument total. Mais est-ce que tout est lié en fait à l'activité humaine sur ces oui, pour ce qui concerne l'anthropocène, pour ce qui concerne la destruction de la biodiversité, oui. C'est lié à l'activité humaine. En tout cas, on la rapporte à l'activité humaine. Alors vous faites le lien aussi direct entre le Covid-19 et le climat. Voilà. Pourquoi? Voilà. Dites-nous, expliquez-nous. Alors ça, c'est, si vous voulez, une des contributions de mon livre, bien que ça s'appuie sur des travaux très antérieurs. Mon livre, ça consiste à dire l'anthropocène, ce n'est pas seulement le changement climatique, comme on le croyait jusqu'à présent, c'est aussi la période des épidémies. Alors pourquoi? Parce que les mêmes causes, la destruction de la biodiversité, la déforestation, l'extractivisme, c'est-à-dire la recherche des hydrocarbures partout, même sous les pôles maintenant. Les dernières décisions de Trump, c'est hier. Il a signé juste avant, hier soir, l'exploration sous les pôles. En Alaska. C'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse. Bien. Donc les mêmes causes produisent non pas un effet, le changement climatique, mais 2 effets. C'est-à-dire que ça libère un certain nombre de virus animaux enfouis dans des forêts profondes ou dans les glaces du pôle, qui maintenant arrivent jusqu'aux hommes. Et donc, c'est pour dire, nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. Alors, juste après la sortie de mon livre, donc il y a quelques jours, l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité. Alors le GIEC, c'est le grand organisme qui surveille... L'autorité suprême. Voilà, qui surveille ce qui se passe sur le climat. Il y a la même chose pour la biodiversité. C'est ce qu'on appelle l'IPBES.
il y a quelques jours. Donc après la sortie de mon livre, ils viennent de sortir un rapport disant nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. Donc si vous voulez, cette chose que j'avance en m'appuyant, bien sûr, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'Agence nationale de recherche sur le sida. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le sida. Donc je connais un peu ces sujets. Donc quand j'ai lu les épidémiologistes qui disaient on est en train de libérer des monstres en allant les chercher dans les forêts profondes, je me suis dit mais ils ont raison. Alors c'est vrai, bon, sauf que Benjamin Coria, il y a quand même quelques réserves, pas sur évidemment l'activité humaine, mais quelques réserves. Déjà par exemple par rapport au Covid-19, on n'est pas absolument certain que ça vient directement en fait de la nature. C'est aussi l'activité humaine avec la manipulation dans les laboratoires et peut-être que ce soit échappé d'un labo. Ça c'est quand même l'une des hypothèses les plus probables, avancées par des chercheurs. C'est pas une des plus probables. Elle n'est pas écartée. Si on regarde, elle n'est pas écartée. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que oui, c'est un virus quand même naturel. Bon, de toute façon. Mais retravaillé, et puis c'est là où il aurait échappé. Non, c'est pas sûr du tout ça. Non, c'est pas sûr du tout. Ça, c'est des thèses. Non, mais ce que je veux dire, qui était dans les labos, quoi. Peut-être, quoi. Ah, qui était dans les labos. Oui, voilà, c'est ça. Pas fabriqué, bien sûr. Oui, d'accord. Mais de toute façon, je vais vous dire, ça change rien. Pourquoi ? Parce que le Covid-19, ça s'appelle le SARS-CoV-2. Ça veut dire qu'il y a eu un SARS-CoV-1. Bon, qui s'est arrêté. Bien sûr, et qui s'est arrêté par miracle. On ne sait pas pourquoi il s'est arrêté. Il y a des rencontres historiques qui font que un virus mute vers son expansion générale. SARS-CoV-2, il y a eu le VIH-Sida, il y a eu le H5N1, il y a eu le H1N1, il y a eu le MERS, il y a eu etc. Donc si vous voulez que celui-là soit issu de manipulation ou d'un laboratoire, ce qui n'est absolument pas prouvé, ou pas, ne change rien. Si c'est pas celui-là, c'est un autre. Et puis la mondialisation accélère aussi, bien sûr, les processus. Bien entendu, parce qu'on parle de ces virus, mais il y a tout un tas de petites bactéries. Je pense pas, par exemple en France, il y a le frelon asiatique qui est arrivé, il y en a un nouveau qui arrive des États-Unis, etc. Absolument. Et là, mais surtout, ce qui est très important dans la mondialisation, c'est que la mondialisation a creusé des voies qui font que, qui traversent l'ensemble de la planète. Et je veux dire, quelque chose qui se passe dans le fin fond de l'Amazonie arrive avec les camions, de là, il est stocké, il part en avion dans le monde entier, il part en bateau dans le monde entier. Donc la mondialisation, c'est un ensemble de réseaux qui couvrent la planète. Et des choses qui autrefois restaient locales deviennent mondiales. Non mais c'est vrai, et à l'occasion du virus, ça m'avait choqué, au mois de mars, je m'étais dit, on vient d'apprendre qu'il y a ce virus effectivement en Chine, et aujourd'hui en passant en France, en traversant, je sais pas, le Lot-et-Garonne, etc., on se dit, tous ces paysages aujourd'hui et ces habitants et ces activités sont figés à cause de ce petit virus, entre guillemets, qui vient en fait de l'autre bout du monde, et il y a quelques semaines. Exactement, et puis bon, il se trouve que ce virus-là a franchi l'ensemble de la planète, donc on en parle. Mais Ebola, la dengue, etc., qui, dans beaucoup de cas, ne franchissent pas l'équateur ou les tropiques, sont restés locaux, mais ont été bien pires. Ebola, c'est 90% de létalité, c'est-à-dire de mort. Bien. Alors, avec le changement climatique, c'est pour ça que les choses se combinent. Ils vont passer certaines frontières parce que les données climatiques sont complètement changées. Donc, si vous voulez, je veux pas paniquer. Mais il y a des notes d'espoir. Voilà, il y a beaucoup de notes d'espoir. Je pense qu'on va en parler aussi. Comment dire, c'est une nouvelle période historique. Mais est-ce que vous dites que c'était prévisible, mais c'était prévisible depuis quand en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est le lapin dans les phares et que tout le monde tombe des nues. Non, c'est prévisible depuis, on va dire, depuis au moins la pandémie du sida, de la grippe aviaire, du H5N1, etc. Je cite dans mon livre le travail de gens de l'OMS, si décrié, quelquefois à juste titre, mais souvent beaucoup injustement, qui, dès les années 90, le travail a été ensuite publié dans les années 2000, parle de ce qu'ils appellent une infection X à venir. Et cette infection X, en fait, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise des animaux
aux hommes, et c'est le résultat de l'observation de tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, et dans lequel ils disent, c'est évident, ça va continuer. Et donc, il faut se préparer à une infection X. Et bien, l'infection X, c'est la Covid-19, et puis il y en aura d'autres, malheureusement. Ça, c'est vrai. Et puis, évidemment, le monde s'accélère, et c'est là où, probablement qu'auparavant, il y a des années et des années, il y avait eu des transmissions comme ça, mais c'était coupé, ça restait local. Elles sont restées locales. On va prendre au 0826 300 300. Muriel de Béziers est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dites donc, attaquer la matinée, bon alors le sujet est très intéressant, mais alors là, déjà qu'on n'a pas le moral, là je vais vous dire... mais il y a des notes positives. Non mais il y a des notes positives. Donnez-moi, parce qu'alors franchement là, c'est un coup à être de plus en plus en déprime. Hein. Non mais... ce qui n'enlève rien, attendez, ce qui n'enlève rien à la qualité du sujet du livre du monsieur qui a écrit... Benjamin Corria. Ça c'est vrai, Alors, les notes positives. Benjamin Corria. Alors, les notes positives, c'est quoi? Les notes positives, c'est qu'il faut tout simplement être raisonnable. Ça veut dire qu'il faut rétablir la paix avec la nature. La paix entre nous et la paix avec la nature. Pourquoi? On l'a dit, tout ça, c'est l'extractivisme forcené, c'est la destruction de l'Amazonie, c'est la destruction des forêts en Indonésie pour faire de l'huile de palme, demain au Congo, etc. Bien. Si on revient vers des pratiques raisonnées, de respect de la nature, de respect de la biodiversité, de la fin de la grande monoculture extensive, pleine de produits chimiques, etc., on va rétablir la paix avec la nature. Donc, si vous voulez, j'ai une double bonne nouvelle. C'est que, à la fois... Vous voyez, Muriel, on peut mettre fin à ces épidémies, et à la fois se mettre en paix avec la nature. Et ça, c'est ce que j'appelle, ce que beaucoup de chercheurs avec moi appellent respecter les grands biens communs naturels. Des pôles d'activité. L'atmosphère, les mers, les forêts, les grands espaces naturels que sont les savanes, que sont les pôles. Il faut arrêter de vouloir tout exploiter, tout détruire, tout maîtriser, etc. Si on respecte, je répète, les grands biens communs naturels, eh bien, on met fin aux causes des épidémies aux causes du dérèglement climatique. Vous voyez, quand même, Muriel, évidemment, c'est compliqué, mais parfois, c'est dans les épreuves, et comme nous vivons en fait aujourd'hui, qu'on apprend et qu'on peut mettre en fait des choses en place, quoi. Un peu comme les gestes barrières, si je puis dire. Bon, un peu rassuré, Muriel, ou pas? Non, pas du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que vous pensez qu'actuellement, l'homme tel qu'il est parti, enfin la société humaine, va être debout sur les freins, allez hop, tout le monde machine arrière, on est dans un tel progrès que tout le monde veut... Moi, je vais vous dire, où j'ai apprécié vraiment la nature et beaucoup de choses, c'était lors du premier confinement. Il n'y avait plus personne qui roulait. Tout le monde était confiné chez soi. On entendait le bruit des oiseaux que l'on n'entendait plus. On revoyait des insectes et des tas de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Je suis dans le sud, à Béziers. Donc, sincèrement, mais c'était... là, on se demandait... mais dès que ça a repris, dès qu'on a été déconfinés, le lâcher de poules, ils sont tous venus sur nos littoraux, ils ont tous envahi les boîtes de nuit, les choses comme ça et tout, et voilà, et on est reparti comme en 14. Il y a un manque de pédagogie. On dit que le français n'est pas discipliné, il n'est pas discipliné. Il n'y a pas que le français, Muriel. Si je peux vous rassurer, là, c'est... Parce que j'habite en France. Oui. La chanson de Michel Sardou. Je rebondis sur ce que dit Muriel. Vous parlez de la technologie, forcément. On a toujours l'impression que la technologie va nous aider à sortir de cette pandémie. En fait, non, c'est le chat qui se mord la queue.
Oui, si vous voulez, moi je suis pas. Non, il y a des possibilités. Je suis pas anti-technologiste. Écoutez, la recherche sur le vaccin, vous voyez, c'est quand même la technologie. Donc, il y a un usage raisonné de la technologie qui est possible. Mais par contre, c'est clair que l'accumulation de la direction qui a été prise, alors il faut l'appeler par son nom quand même. Hein, c'est l'accumulation capitaliste à tout prix. Hein, parce que je veux dire, il faut aussi dire ça. Bien, oui, ça il faut l'abandonner. Ça veut dire que il faut revenir vers des modes de production, de consommation et de vie. Oui, mais le téléphone, l'internet, ça pollue, tout ça pollue. Oui, ça pollue. Mais moi, je pense pas qu'il faut revenir à la lampe à huile pour rétablir la paix. Mais il y a comment dire. Il faut bien comprendre quand même. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque le pétrole était à $150, hein, c'est-à-dire en 2004, il y avait une avenue pour les technologies vertes, hein, parce qu'à $150, vous rentabilisez absolument n'importe quoi. Et donc, la biomasse, les éoliennes, enfin, etc. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on a fait notamment aux États-Unis? Eh ben, on a inventé l'exploration des gaz de schiste, c'est-à-dire qu'on a fait exploser les sous-sols, qu'on a pollué les sous-sols, qu'on a pris le risque et souvent pollué les nappes phréatiques pour aller chercher une huile tout aussi polluante, en tout cas presque aussi polluante que les anciens hydrocarbures. Et on a laissé passer l'opportunité de faire des technologies vertes. Donc, pourquoi je plaide, moi? Je plaide pas pour la lampe à huile. Je plaide pour dire, au lieu de faire des gaz de schiste et d'empirer l'état de la planète, faisons de l'énergie verte. Donc en fait, malheureusement on n'a pas le temps, mais je peux dire à cette auditrice que il y a 10 000 solutions. Bah oui. On va en parler encore dans un instant, Benjamin Coria. Vous restez avec nous encore un petit quart d'heure. Merci. Allez. Muriel. Et Muriel, comme Muriel, vous appelez 0826 300 300. Dans un instant, on prend vos appels. Restez avec nous ce matin pour ce livre. La pandémie. Le débat se poursuit même pendant la pause. Donc ça continue. L'Anthropocène et le bien commun aux éditions des Liens qui libèrent. Avec Julien qui est en ligne au 0826 300 300 qui voulait vous poser une question. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Bonjour aussi à Alexis Poulain qui est présent. Alors, il vient de partir là. Il vous écoute en même temps. D'accord. Donc du coup, sa voiture électrique. Quand j'ai vu le titre de votre livre. Notre livre qui a été écrit en 1905 par Élisée Reclus, qui était un géologue libertaire, qui avait déjà fait ce constat-là en 1905. Il disait mot pour mot ce que vous avez dit, vraiment l'impact de la révolution industrielle sur l'environnement, sur la nature. C'était mot pour mot ce que vous avez dit, avec juste l'Anthropocène en moins. Ça a été une nouveauté qui remet à goût du jour déjà une philosophie. Et il avait déjà proposé aussi dans un autre livre des alternatives et des solutions pour résoudre ces problèmes-là, qui s'appelait Anarchie, géographie et modernité, écrit en 1893. Donc en fait, il a fait le constat après avoir écrit les solutions. C'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, c'est les dates d'édition des livres. Peut-être qu'il les a écrits dans l'autre sens et qu'il les a édités dans le mauvais sens. Donc voilà, donc c'était pour citer ça. Et moi, je voulais aussi porter un point précis, c'est que vous parliez tout à l'heure des problèmes du capitalisme. Le problème, ce n'est pas le capitalisme, c'est une dérive du capitalisme qui est la spéculation qui pose un gros problème. Le capitalisme, en fait, en soi, c'est juste avoir la possession de son outil de travail. À partir du moment où je possède un opinel, et que je peux travailler avec mon opinel, je suis un capitaliste. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. La sémantique est très importante et il ne faut pas tomber dans les pièges de la sémantique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Voilà, donc moi je voulais juste vous demander, est-ce que vous aviez eu un lien avec les travaux de ce Élisée Reclus, cet écrivain? C'est très pointu parce que un géologue libertaire. Géographe. Alors, pour répondre à la question de notre auditeur, pour répondre donc à la question de notre auditeur, je n'ai pas, pour être très honnête, j'ai pas passé mon temps à lire Élisée Reclus, mais quand on travaille sur cette littérature, on trouve Élisée Reclus. Donc l'auditeur a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Élisée Reclus fait partie des grands géographes, géologues français d'ailleurs, qui ont été des pionniers
dans l'étude de ces questions. Et pourtant, donc à l'époque, alors c'est vrai qu'il y avait eu le début de la révolution industrielle déjà, avec l'exploitation, bien sûr, qui a changé un petit peu, bouleversé les choses, mais on n'en était pas au stade où on en est en fait aujourd'hui. En plus, avec une population, une démographie galopante, il faut le rappeler quand même, quels que soient en fait les pays et les continents. Hein. Tout à fait, et ça va me permettre de faire le lien avec la deuxième question sur le capital, la spéculation, etc. Alors, si on fait un tout petit retour en arrière sur la notion d'anthropocène, il y a toute une discussion pour savoir quand ça a commencé. Bon. Et en gros, le consensus, on va dire, des scientifiques, c'est de dire ça a commencé avec la révolution industrielle, avec la machine à vapeur. Donc, Élisée Reclus avait déjà un peu de recul, beaucoup moins que nous, mais il en avait un peu. Voilà, ça c'est le premier élément que je voulais dire. Le deuxième élément, c'est que avec la révolution industrielle, il y a aussi un deuxième consensus parmi les gens qui étudient ces questions, et là je parle vraiment des grands scientifiques, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Et la grande accélération, c'est ce qui s'est passé depuis 1950, ce qu'on appelle aussi les 30 glorieuses, qui est le développement massif du capital lié à la mondialisation financière. Donc on retrouve ce que disait sur la spéculation. notre Julien. C'est la révolution industrielle, disons dernier tiers du XVIIIe siècle, Adam Smith, la machine à vapeur, bon, pour parler vite, mais l'accélération, elle est récente. Et notre auditeur a tout à fait raison. La dimension, la puissance de la finance derrière les grandes multinationales a fait franchir un cran à l'extractivisme, à la destruction de la biodiversité, etc. Je citais tout à l'heure le cas des gaz de schiste. Ça s'est pas fait tout seul, les gaz de schiste. Ça s'est fait avec Merrill Lynch, Morgan Stanley, etc. Avec les grandes banques internationales qui ont financé les gens qui ont fait le gaz de schiste, parce que curieusement, le gaz de schiste, c'est très destructeur et ça coûte cher. Parce que une fois qu'on a fait un puits, on peut exploiter une partie de choses. Il faut refaire un puits 3 ou 4 kilomètres plus loin ou 10 kilomètres plus loin. Et donc, c'est spécialement destructeur et ça consomme beaucoup de capital. Sans la finance, c'était pas possible. Merci beaucoup, Benjamin Coria. Il y aurait encore énormément de choses à dire, évidemment. La pandémie, l'anthropocène et le bien commun, vous avez vu, ça semble effectivement comme ça un petit peu difficile, rebutant au niveau du titre. Mais oui. Et puis, évidemment, il y a un constat qui est alarmiste, mais il y a des solutions. Et puis, de toute manière, il faut toujours poser les problèmes et les mettre sur la table pour pouvoir ensuite rebondir et être capable de réagir. Et c'est ce que l'on va faire. Je l'ai